Ouais, vas-y. Encore un. Oh putain, celui-là. Magnifique. J'ai réussi. Nassourdine, bah bonjour déjà. Bonjour. Alors là, tu viens d'enchaîner, tu viens de faire 8 rounds de sparring. Tu en as fait déjà 5 en début d'après-midi ou ce matin. Ce matin. Bon, voilà, évidemment, je ne dévoile rien, mais tu as l'air salement en forme. Et je dis pas ça juste pour les caméras. Tu as l'air salement en forme. Déjà, première question, comment tu te sens ? Je me sens très très bien. Comme tu as dit, je suis salement en forme. Je suis vraiment en forme et la préparation que j'ai fait précédemment, et là bien, maintenant, on fait c'est comme si je continuais, tu vois. Je ne me suis pas arrêté entre les deux. Je me suis maintenu en forme, même s'il y a eu une période de ramadan. J'essaye de me garder en forme et là, je suis très très bien. Et alors du coup, canonnier, bon bah là, ça y est, tu retapes dans le meilleur mondial. Là, c'est le numéro 4. Quand tu as appris canonnier, que tu as su que ça allait être lui, déjà, ça a été quoi la réaction ? J'étais très heureux. Très heureux, comme pour Dolidze en vrai. Tu sais, quand on te propose un adversaire qui est devant toi, qui est classé dans les tops, Dolidze c'est top 10, j'étais très heureux. Maintenant top 5, je suis encore plus heureux, tu vois. Et non, je suis très très content. C'est un très bon adversaire. Et quand tu le vois combattre, c'est quelqu'un qui est ultra dur, il fait mal de ouf, il fait les 5 rounds, il est bon partout. Bah, d'un autre côté, je suis sûr que tu vas me dire que c'est encore mieux parce que le test est encore plus parfait pour montrer ce que tu sais faire. Mais quand tu le vois, est-ce qu'il y a des trucs qui te font un peu peur chez lui ? Qu'est-ce qui te tracasse s'il y a des trucs qui te tracassent ? Qu'est-ce qui me tracasse ? Comme tu as dit, il est solide. Il est très solide, il a un bon cardio. Il est fort. Hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. C'est le plus dangereux dans le top 5. L'un des plus dangereux dans le top 5. Avec bien sûr Strickland et Whittaker, etc. Mais voilà, ça reste vraiment un adversaire solide et je suis content de l'affronter parce que ça me motive. Comme vous voyez dans mes combats, plus ça avance, plus c'est facile. C'est parce que je suis très motivé et que je me donne vraiment à fond. Et là, c'est pareil, je pense que ça va être un gros combat. Et je pense que c'est largement à ma portée. On est très confiant avec mon équipe. Et tu dirais que c'est sur quoi que tu as le plus progressé, genre dans les 12 derniers mois ? Parce que contre Chris Curtis et contre Dolidze, en soi, on t'a vu faire des masterclass où tu as tout utilisé. Enfin, là, vraiment, c'était du MMA total, quoi. On te connaissait un peu plus comme un striker. Là, tu as vraiment tout montré. Est-ce que tu dirais que c'est sur tout ça en même temps que tu as progressé ? De quoi tu es le plus conscient que là, ouais, là, j'ai vraiment fait des kilomètres. Les gens ne le voient pas encore, mais c'est là où j'ai le plus progressé. Sur le Muay Thai. Ouais, j'ai rajouté un arsenal dans déjà ce que je sais faire. Et tu sais, que tu veuilles ou pas, dans tout ce que tu vas travailler, il y a des limites. Par exemple, tu vas faire la boxe anglaise, il y a des limites, tu vois. Et la boxe anglaise, je le fais depuis que j'ai l'âge de 10 ans. J'ai pratiqué presque, on va dire, toute ma vie. Et aujourd'hui, il faut garder ça, mais il faut rajouter derrière. Par exemple, pareil, je suis droitier, maintenant je commence à boxer en gaucher. Avant, je ne le faisais jamais, maintenant je commence à changer un peu de, tu vois. Et ça, c'est important, et à chaque fois, je rajoute. Et là, cette fois-ci, c'est le Muay Thai, tout ce qui est genoux, coudes. Et ça, vraiment, j'évolue et je le ressens. Vraiment, tout ce qui est middle, high kick, ça commence à sortir. Et ça, on travaille avec Rodrigo Alamos. Et franchement, le résultat est vraiment flagrant. Et là, du coup, ça fait quelques mois maintenant que tu es avec la team ici au Venom Training Camp et du coup avec Nicolas Haute. Déjà, comment est-ce que ça s'est passé, la transition, et comment est-ce que ça se passe avec Nicolas, avec les sparring que tu as ici ? Comment est-ce que se passe ton camp en France pour l'instant ? Comment est-ce que se passe mon camp ? Très bien. Comme tu as pu voir, ça se passe super bien, ça se passe naturellement en fait. On va tous dans la même direction, ça va comme on dit dans du beurre, c'est ça ? Ouais, comme dans du beurre. C'est nickel, franchement, dès le début, je ne peux pas imaginer mieux en fait, tu vois. Vraiment, parce qu'à la base, quand je me suis retrouvé à chercher des sparring, des coachs, je ne pensais pas que ça allait être aussi facile. Ça fait, tu vois, avec le feeling et tout, ça se fait assez naturellement. Et aujourd'hui, on est là, grosse équipe derrière. Et ça donne la confiance et on va tous dans la même direction. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en fait, là, tu es avec Nicolas Haute, il y a tous les sparring et tu es au Venom Training Camp, mais en fait, on en parlait un peu avant et tu disais qu'en réalité,
ben, toi, l'objectif, une fois que du coup tu avais passé cette partie de ta carrière qui était au MMA Factory, en fait, tu as toujours eu dans l'idée d'aller voir même ailleurs, mais même voir aux States, là où il y a tous les sparring partners dont tu pourrais rêver, tu as des énormes structures. Et en fait, c'est ça que tu as toujours eu dans l'idée, en fait, tu me disais. C'est ça. Une fois que je suis sorti du MMA Factory, dans l'idée, c'était ça. C'était de monter aux États-Unis, de m'entraîner là-bas. À la base, c'est ça. La base, c'était le plan, c'était une fois que je suis sorti du MMA Factory, et on a décidé avec mes frères, surtout mon grand frère Ibrahim, il y a Daguir, ensuite il y a le plus grand Ibrahim qui insistait très fort depuis un petit moment que j'aille un peu m'entraîner à l'étranger. Je n'aime pas forcément d'aller vivre là-bas, mais au moins faire des camps là-bas de 2-3 mois, de vraiment pouvoir tourner avec tout le monde. Et je trouve que c'est une très bonne idée et c'était ça le plan, c'est d'aller là-bas et m'entraîner là-bas. Mais comme ensuite il y a le combat qui est tombé contre Dolidze, une bonne opportunité, je n'avais pas assez de temps pour y aller m'installer là-bas. Tu vois. Du coup, prendre mes repères, je ne connais pas l'entraîneur de là-bas, je connais, mais voilà, tu sais, quand c'est un nouveau endroit, un nouveau pays, tu n'as pas le temps et du coup, il fallait chercher des entraîneurs ici, des sparring partners ici. Et le premier qui est venu à l'idée, c'était Nicolas Haute, parce qu'on a déjà travaillé auparavant ensemble. C'était en 2020, même j'ai fait le premier combat à l'UFC, c'était mon préparateur physique, on allait même aller combattre ensemble là-bas. Et du coup, voilà, c'était lui. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, ça s'est fait naturellement, comme tu le connaissais déjà depuis longtemps et que tu connaissais ses compétences. Bah, du coup, dans le temps de la transition, c'était en gros le coach parfait pour que ça se fasse. Et ça. Maintenant, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis lui, il me connaît très très bien. Il me connaît bien, ça c'est important. Il sait comment est-ce que je combats, comment est-ce que je réfléchis, on va dire. Et voilà, c'est moi directement, je suis allé le voir, je l'ai écrit. Et on se donnait rendez-vous et c'est comme ça que ça se fait petit à petit. Ouais, et du coup, l'envie d'aller voir aux States et d'aller voir du coup avec ce coach-là, je ne sais pas si on peut révéler qui c'est, mais en tout cas, c'est un coach de renom, c'est clair et net. C'était vraiment parce que tu voulais pouvoir... En fait, c'est vrai qu'en France, ce qui manque, mais je pense que c'est dans tous les clubs pareil, hein, c'est vraiment des sparring et des sparring de très haut niveau de qualité en MMA parce qu'en fait, il n'y en a pas tellement et encore moins quand tu commences à dépasser les 84 kilos, etc. Et du coup, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu me dis si je me trompe, mais c'est ça qui te manque le plus, c'est qualité, mais surtout le nombre de corps que tu peux utiliser, d'athlètes, de coachs. Exactement. C'est surtout les sparring. C'est comme je disais, quand je suis venu à MMA Factory au tout début et qu'il y avait tous ces grosses têtes là-bas. Bon, je ne vais pas commencer à citer le nom parce qu'il y en avait beaucoup qui combattaient en M1, des vétérans de l'UFC, Bellator, des grosses têtes. Et j'avais la motivation d'être un jour comme eux, même, tu vois, être le numéro 1, quoi, tu vois, et de me mesurer à eux. Et du coup, là, pareil, je pense qu'une étape a été passée, il faut passer une deuxième étape. Ouais, je pense qu'une fois arrivé là-bas, je vais vouloir mesurer aux grosses têtes de là-bas, les grands champions. Ouais. Et ça va être des grosses guerres. Et ça, je pense que ça va énormément me motiver. C'est comme ça qu'on progresse. Bah ouais, c'est clair. Et par rapport à ça, typiquement un des gyms, tu n'iras pas là-bas, je pense, tu vois, le gym par exemple de Sean Strickland qui est à Extreme Couture à Las Vegas, mais eux, c'est vraiment ce qu'on voit. Ils ont un nombre de combattants à 84 kilos, rien qu'à l'UFC, ils en ont déjà 5-6, et c'est vrai que forcément, ça change tout. Et d'ailleurs, pour ce combat-là avec Sean Strickland, c'est un combat qui a tellement bien vieilli, parce que le moment où tu avais pris le combat, bon, déjà, il faut se rappeler quand même que tu devais prendre Gastelum et que tu as accepté de prendre Strickland à littéralement, je crois que c'était 3-4 jours dans la catégorie d'au-dessus. Bon, évidemment, sur Internet, on ne retient que le nom qui était là, si c'est un rouge, etc. Mais il faut se rappeler aussi du contexte. Et pourtant, du coup, tu as été au 5e round avec Sean Strickland et tu as même gagné le 5e round avec Sean Strickland. À l'époque, il n'était pas champion. Du coup, les gens sur les réseaux avaient été durs avec toi. Là, maintenant qu'il a été champion, il a fait une énorme guerre avec Dricus du Plessis. On t'a vu call out Sean Strickland avant que ce soit annoncé contre Cannonier. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce combat-là, de la manière dont il a vieilli? Et là, est-ce que c'est vraiment lui que tu as en tête ou là, c'est la ceinture? Je vais commencer par qu'est-ce que j'en pense de ce combat-là. C'est un combat que je ne regrette pas du tout. Je ne regrette vraiment pas. Ça m'a donné beaucoup d'expérience. C'est pas un combat où j'ai perdu
tu vois, j'ai perdu avec la tête haute. Je suis allé jusqu'au bout. Et s'il y avait 10 rounds, je serais jusqu'au 10 rounds, on aurait fait 10 rounds. Tu vois. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis allé jusqu'au bout. Tu vois, je ne regrette pas. Je sais que ça m'a donné énormément d'expérience. Et maintenant, je sais ce qui n'allait pas dans ces combats. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça ne peut pas passer comme des excuses, etc. Ouais. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. J'ai toujours dit, je vais prouver avec mes points. Tu vois. Et puis voilà. J'attends la revanche depuis j'attends que la revanche. Maintenant, bien sûr, il y a la ceinture, mais ça tombe bien, parce que lui, il est premier dans le classement. Ouais, je crois, ouais. Donc après ce combat-là, si tout se passe bien, logiquement, Strickland, et ça m'excite même plus que la ceinture. Ah oui, ça m'excite énormément. Ouais, bah là, il a le combat contre Costa, et s'il gagne contre Costa, effectivement, et que du coup, toi, tu gagnes contre Cannonier, en vrai, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Ouais. C'est quasi, je suis persuadé. Il y a une histoire derrière et on ne s'aime pas du tout. Je crois que lui ici, il ne m'aime pas. Moi encore plus. Donc, et lui aussi, ils aiment ça, tu vois. Ouais. Et sûrement, ils voudront faire une revanche. Ouais. Et bah, on a revenu juste 2 secondes sur les sparring. On a parlé du coup du fait que c'est vrai que c'est un peu galère en France parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On a quand même des sparring de qualité, dont certains, et je crois que tu as tourné par exemple, là, je crois que déjà tu as tourné avec Saladin Parnasse en anglaise un petit peu. Tu vas tourner avec Oumar Sy, tu tournes avec. Enfin là vraiment, c'est quand même le plus haut niveau de ce qu'on peut proposer en France. Est-ce qu'il y a des gens qui t'impressionnent particulièrement, qui t'ont impressionné et tu t'es dit putain ouais là, soit c'est le futur, soit il y a un truc qui m'a tellement impressionné chez lui ou lui. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué parmi les gens avec lesquels tu tournes ? Bien sûr. Je parlais de Baki, tout d'abord. Baki parce qu'il a 22 ans et quand même il commence vraiment maintenant à grimper fort. Et vraiment lui il m'impressionne par rapport à sa progression, il progresse tout le temps. Et il est très très solide. Que ce soit physiquement, c'est tout de même, il est très complet et solide, tu vois. Que ce soit en boxe, en lutte. Et ensuite voilà, il y a Parnasse, bon ça on le sait déjà, je pense qu'il a fait assez de combats et on sait qu'il est déjà, c'est un combattant confirmé, tu vois. Donc très impressionnant. Et Oumar Sy, qu'on va voir là, son premier combat à l'UFC, vous allez voir vous-même, très solide, vraiment. Comment on dit, beau bébé, ça. Un beau bébé. Un gabarit. Ouais, non, il est monstrueux, c'est clair. Et pour Baki, justement, c'est vrai qu'à 22 ans, toi tu le connais bien parce que tu le côtoies déjà depuis des années. Après, si je fais des références à Dragon Ball Z, je sais pas si ça va parler à tout le monde, malheureusement, mais on a vraiment cette impression que, du coup, toi là, tu as 28, et du coup, déjà à 28 ans, tu n'as même pas encore 30 ans, tu n'es même pas encore dans ton prime athlétique, tu es déjà en train de taper des mecs qui sont top 5 à l'UFC. Et on a cette impression que là, avec cette nouvelle génération-là, et dont Baki fait partie, à 22 ans, on a presque l'impression qu'ils sont encore plus avancés que ta génération ne l'était à son âge. Est-ce que ça te donne cette impression-là aussi ? Oui, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tu le vois, la nouvelle génération qui arrive, ils sont plus complets. Surtout en France, tu le vois, c'est flagrant. Le MMA amateur, avant, ça n'existait pas. Maintenant, c'est comme les pros, c'est très mis en avant, ils ont de bonnes primes, c'est vraiment du sérieux maintenant, tu vois. Et dans des conditions comme ça, tu progresses et les athlètes, la nouvelle génération, vraiment, ils sont très très complets et ils progressent très fort. Et tu sais que dans le futur, ils seront... Et ça va évoluer comme ça est toujours. Le MMA de l'époque et le MMA de maintenant, c'est pas le même. Ça va continuer. Les combattants ils seront de plus en plus complets. Et là, pour une dernière question sur ton combat contre Cannonier, mais là, du coup, tu nous as parlé un peu du profil qu'il avait, de comment est-ce que tu voyais potentiellement le combat. Déjà, quoi que ça, on n'en a pas trop parlé, c'est vrai pour l'instant. Comment est-ce que tu vois le combat se dérouler dans l'idéal contre Cannonier ? Et évidemment, comme d'hab, pas de game plan ni rien du tout, mais dans l'idéal, où est-ce que tu penses qu'il a des endroits en striking ou au sol, etc., où tu peux avoir l'avantage sur lui ? Où est-ce que je pense en striking. En striking, je suis plus jeune, plus rapide, plus vif. Et je pense que c'est sur ça qu'on travaille, d'avoir un temps d'avance sur lui, sur la rapidité, tu vois. Et voilà, je pense qu'il s'ouvre beaucoup aussi. Des fois, il s'énerve dans le combat. Quand il se prend des coups, il commence à se jeter.
Et puis il faudra trouver le bon moment pour le contrer. C'est sur quoi on travaille. Et d'ailleurs, ça, par rapport à Roman Dolidze, c'est un truc, on t'a vu vraiment, vraiment à l'aise debout. Alors, c'est un mec, il est surpuissant, Roman Dolidze, donc il faut vraiment pas se faire toucher. Mais tu avais effectivement cet avantage de vitesse, cet avantage technique et dans les déplacements. C'est vraiment un truc, ce combat-là, c'est vraiment quelque chose qui t'a permis de voir où t'en étais, dans le sens, t'étais tellement au-dessus de lui, debout, que ça t'a permis de te dire, ah oui, effectivement, tu connais ton niveau, mais je suis donc loin devant lui, et ça t'a donné confiance pour là, quand tu vas taper le top 5 ? Oui, bien sûr. Chaque combat, ça te donne la confiance, surtout quand tu fais 5 rounds. Je voulais finir le combat au premier round, mais je suis quand même content qu'il y a eu 5 rounds, parce que comme je t'ai dit, ça donne de l'expérience. Chaque round que tu passes dans la cage, ça te donne de l'expérience, et je suis content. Et je sais que maintenant, je suis un combattant confirmé, on va dire. J'ai déjà fait des 3 rounds, j'ai déjà fait deux fois 5 rounds, là c'est le 3e. Et puis voilà, que de l'expérience. Et ça c'est une question un peu annexe, mais depuis que tu es jeune, c'est ce que tu veux, c'est la ceinture UFC et taper les meilleurs combattants du monde. J'y pensais la dernière fois, j'étais en voiture, je sais pas pourquoi, et je m'étais dit, mais ça doit être bizarre quand même d'être Nassourdine et de se dire, j'affronte là un mec qui est le 4e meilleur assassin à main nue de la planète Terre, et tu vas l'affronter. En vrai, c'est un truc de ouf quand même, non ? C'est un truc de ouf, ouais. C'est un truc de ouf. Les rêves deviennent réalité petit à petit. Et Cannonier, je le suis il est à l'UFC depuis très très longtemps. Je le suis, ça fait longtemps que je le connais. Et aujourd'hui, qu'on va s'affronter, c'est quelque chose d'incroyable. Et les gars, croyez en vos rêves. Hein. Croyez en vos rêves. Moi, franchement, à ce moment-là, j'étais même pas à l'UFC. Je rêvais juste de rentrer à l'UFC. Et rien que ça, c'était tellement loin. Tu te dis, putain, ça va être dur. Limite, c'est impossible, tu vois. Mais tu continues à y croire, tu travailles dur. Et ça arrive. Et il faut croire, il faut continuer à avancer. Peu importe, même s'il y a une défaite, j'ai déjà perdu. Mais je n'ai pas lâché. Et aujourd'hui, en vrai, je suis fier. Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. Mais voilà, c'est que le début et il y a encore beaucoup de travail et c'est pas la finalité. Ouais. Et 2 dernières petites questions. La première, c'est juste avant, du coup, je crois qu'on parlait moitié de Strickland et moitié d'autres trucs. Et en gros, tu disais, pour toi, le pire, c'est pas forcément de perdre un combat, c'est de refuser de combattre quelqu'un. Et du coup, tu disais, c'est pareil, même quand tu étais petit, quand tu te bagarrais, etc. Tu disais, en fait, je voulais pas refuser de combat parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de sentir que soit tu t'es écrasé ou que c'est déshonorant, etc., de ne pas avoir accepté un challenge. Est-ce que du coup, tu peux parler un petit peu de ça et de cette mentalité que tu as gardée ? C'est ça, bien sûr, parce que des fois, je vois sur Internet ou tu vois, il y en a, c'est la honte. Genre, un combattant, il perd un combat, c'est la honte, ou il perd par KO, c'est la honte, tu vois. Et j'ai déjà vu des commentaires comme ça et je me dis, mais c'est pas ça la honte, tu vois. La honte, c'est pas de perdre. La honte, c'est de ne pas y aller. C'est de refuser le combat. Ça, c'est la honte. C'est comme là, dans la bagarre de rue, comme tu as dit. À l'époque, quand on se battait, si tu refusais le combat, c'était une... Tu vois, il n'y a pas pire. Moi, je ne pourrais pas me regarder dans le miroir. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais refusé de combat. J'ai toujours y allé. Ça m'est arrivé même dans la rue de perdre. Donc, quand ils sont plusieurs. Mais j'ai toujours y allé jusqu'au bout. Et tu vois, j'ai perdu, mais avec la tête haute. Tu vois, et là, c'est pareil, dans les combats, ça peut arriver de perdre, tu vois, surtout quand tu ne choisis pas d'adversaire, J'ai jamais refusé de combat, tu vois. J'ai jamais refusé de combat, j'ai eu des blessures, j'ai eu plusieurs blessures, chaque combat, c'est des blessures. Et j'ai toujours combattu avec, tu vois. Et voilà. Ouais. Et ça, c'est un truc, parce qu'on parlait aussi de Cyril, et c'est vrai que toi qui le connais bien, parce que vous avez passé des années ensemble, et en gros tu disais, toi ça te saoule de voir justement les gens qui parlent de Cyril. Alors on peut critiquer, bien sûr, mais de dire de Cyril que c'est une daube parce qu'il a perdu contre John Jones en 1 minute, et en gros t'étais en mode, ça rend fou parce que c'est John Jones, et Cyril a pris le risque à 1 mois et demi, et pourtant du coup
par une partie, c'est pas tous les gens, mais par une partie du public qui se fait un peu ouais, allumer et c'est ça t'énervait aussi. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, avec un seul combat, ils ne voient que le dernier combat que tu fais. La défaite, ils ne voient pas ce que tu as fait avant, ils effacent tout ce que tu as fait avant. Tu vois, c'est comme les... Ils pensent que tu es arrivé en MMA, boum, tu as combattu directement John Jones. Mais le fait que rien que de combattre John Jones, c'est un accomplissement parce que tu ne peux pas venir et combattre John Jones. Il y a des niveaux dans ce game, tu vois. Et ça, ils ne se rendent pas compte. Des fois, ils t'entendent des... Ah, tu prends combien 1 million, il a pris 2 millions. Ah, pour 2 millions, je vais dans la cage, je combats John Jones. Mais non, personne ne va te donner John Jones, bah oui. tu vois. On sait très bien que tu vas y aller. Pour 2 millions, tu vas y aller. Tu vas te coucher et ça serait fini, mais personne ne va te le donner. Juste avant, tu devras taper les débutants, tu vois. Ouais. Au début, tu vas te faire coucher par un débutant déjà. Déjà, essayer de gagner le débutant, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est ça. C'est pareil pour moi, quand j'ai eu la défaite contre Strickland, ils n'ont pas le niveau de l'UFC. Il y en a qui disaient ça, tu vois. Cyril, moi, on n'a pas le niveau UFC, il faut que, tu vois. Direct, ils oublient ce qu'on a fait juste avant. Tu vois, par quoi on est passé, quand même. Si on est arrivé là, c'est qu'on a gagné des combats avant. On gagne plus qu'on perd, quand même, tu vois. Et voilà, ils sont un peu durs, très très durs sur ça, tu vois. Et surtout quand tu sais pas ce qui se passe en off, c'est pas la préparation, comment ça s'est passé, etc. Il y a des combattants, ils sortent avec des grosses blessures, tu vois. Et tout ça, il faut en prendre compte, tu vois. Il faut respecter ça. Et petite question aussi sur Daguerre qui était là, qui s'entraînait aussi, ton frère Daguerre qui recombat bientôt, d'ailleurs contre Axel Sola à Arès pour la ceinture lightweight. Comment est-ce que tu sens sa préparation et comment est-ce qu'il s'entraîne là? Je crois que tu l'aidais un petit peu à s'entraîner aussi. Comment tu le sens et comment tu sens ton frère? Je le sens très très bien, franchement très très bien. Après Daguerre, il est expérimenté. Hein. Il a des années et des années d'expérience. Et là, on est juste sur la préparation. Il reste 1 mois et demi, je crois. Ouais. Une semaine. Ouais, ça passe vite. Hein. Putain, 1 mois et une semaine déjà. Con. Et ouais, il est prêt. Là, on est basé sur du cardio. Bien sûr, il y a le game plan, mais surtout le cardio. Il faut qu'il soit bien prêt physiquement parce que c'est un 5 rounds. Et en face, c'est du solide. Et on prend son adversaire très au sérieux. Et voilà. En tout cas, voilà, on bosse très dur. Et c'est quoi ce qui t'impressionne le plus chez Daguerre? Parce que j'en parlais avec Adel Chérifi, qui disait que son sol est tellement sous-coté parce que du coup les gens ne le voient pas trop et que son sol et sa boxe anglaise on la connaît, mais toi qui le connais bien, c'est quoi qui t'impressionne le plus chez lui? Sa force. Ouais, non mais ça c'est n'importe quoi ça. Vraiment sa force, c'est incroyable. Je crois qu'il a autant, voire plus de force que moi alors que j'ai fait 20 kilos de plus, tu vois. C'est quand il t'attrape, je sais pas, c'est même pas musculaire, c'est les tendons durs, tu vois. Il te lâche pas, tu bouges pas. Mais après, tu essaierais là, tu vois. Juste, tu dis, tu t'es attrapé et tu essaies de bouger, c'est incroyable. Énormément de force. Et ça qui m'impressionne pour cette catégorie combat à 66 et 70 kilos, il ne cut pas énormément. Et ouais, c'est vraiment la force qui m'impressionne. Pour te dire, il m'a même battu au bras de fer, donc c'est te dire à quel point il est puissant, tu vois. Ouais. Après, t'es fort. Non, je suis une quille. Il en a battu des gens. D'ailleurs, qui gagne au bras de fer entre vous deux? Je crois que vous en aviez fait un. Je crois que c'était. Il m'a dit que c'était toi, mais. Il t'avait dit ouais, parce qu'il va pas dire que c'est lui. Mais non, en fait, ça va jamais jusqu'au bout. Ça va jamais jusqu'au bout. Soit ça glisse, soit. Ouais, soit vous restez là et il n'y a plus rien qui Je pense que si on reste, je pense même que c'est lui. Il va, par rapport à l'endurance, tu vois, après bras de fer, ça veut rien dire du tout. Hein. C'est ça, c'est un sport qui est tellement spécifique. Ouais. C'est pas vraiment la force. En fait, le bras de fer, c'est surtout là. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est là que c'est quand tu es développé. Ouais. Puis c'est un geste qui est tellement spécifique, enfin ça se retransmet pas vraiment même au combat et tout, mais ouais, je pense qu'il me bat. Ouais. Bah écoute, je crois qu'on est pas mal, hein, Nas. Bah merci pour tout. Merci et puis bon courage pour ton combat contre Cannonier. Merci. Puis à la prochaine. À la prochaine. Ça c'était le début normalement. Normalement, ouais.